la position que chacun peut avoir lors d'une séparation. Donc c'est un sujet un peu délicat. Pour ça, je vous remercie d'être là. C'est une première pour ce débat. Et c'est une première et on pense que ça peut être le début d'un travail fait en profondeur sur notre territoire. Voilà, donc on va voir comment ça se passe ce soir, les questions qui vont émerger et les demandes qui vont venir de l'Assemblée pour essayer de continuer d'autres projets plus tard sur le sujet. Donc c'est un programme qui s'inscrit dans un accompagnement de soutien à la parentalité que la communauté des communes Vaison Ventoux met en place et qui est soutenu par la CAF du Vaucluse et la MSA. Donc je vous présente à côté de moi, donc à droite, Damien Pirot, qui est psychologue sur le territoire de Sainte-Cécile et tout le territoire du Vaucluse, Nord-Vaucluse, et voilà. Donc il va pouvoir répondre, déjà donner un petit peu son avis et ses observations quant au sujet, mais aussi répondre à toutes les questions que vous allez pouvoir poser. Et donc Béatrice Pradal, qui représente la CAF du Vaucluse, vous expliquera un petit peu aussi un dispositif qui est mis en place, voilà, pour soutenir les familles dans cette situation. Et Elodie Rivet, de Résonance Médiation, qui fait partie de cette association de médiation familiale qui est sur notre territoire, qui est important de connaître de façon à pouvoir et s'en saisir et où orienter les personnes. Avant de laisser la parole donc à nos intervenants, je voudrais aussi remercier la mairie de Vaison parce qu'ils nous ont prêté la salle, et puis tous les partenaires institutionnels du territoire qui, sans eux, toutes nos actions au niveau de pause, donc du dispositif d'accompagnement à la parentalité, ne pourraient pas être mis en place puisqu'on a besoin de ce travail commun, cette richesse pour pouvoir réaliser nos actions. Je vais juste une petite information au niveau logistique. Donc nous allons filmer la soirée, uniquement cette assemblée-là, c'est-à-dire la tribune. Les questions qui vont être posées vont être affichées après à l'écrit sur nos écrans. De toute façon, à ce que les personnes qui n'ont pas pu venir ce soir, parce qu'en fait il y a une problématique il y a des mamans qui auraient voulu venir, sauf qu'il fallait faire garder les enfants et que c'était compliqué en semaine. Le week-end c'est compliqué aussi, on nous dit, parce que le week-end, les gens ont envie de se vider un petit peu la tête. Et donc c'est pour ça que je pense aussi qu'on n'est pas très nombreux ce soir. Après c'est une première, donc il va falloir en parler après. Mais du coup, ça va être filmé que de notre côté. Donc n'hésitez pas à poser de questions et ça va rester dans la salle et vous apparaîtrez au plus loin dans le film qui sera diffusé après sur le site internet de la communauté des communes. Je crois que j'ai rien oublié, donc je vais laisser le micro du coup à Béatrice qui va vous expliquer un petit peu ce dispositif qui est mis en place au niveau de la caisse d'allocation familiale. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie de cette invitation et la caisse d'allocation familiale pour vraiment répondu présente. D'abord au titre du partenariat qu'on entretient de longue date avec Vaison, la communauté de communes, pour proposer à toutes les familles du territoire des services dont elles ont besoin au quotidien et pour aider à élever, on va dire, leurs enfants, soit dans le domaine de la petite enfance, les modes de garde, celui de la jeunesse, et de plus en plus sur le champ de la parentalité, parce que les besoins deviennent de plus en plus importants, visibles, et notamment autour d'événements qui peuvent être fragilisants, comme celui de la séparation, puisque l'on sait que les phénomènes sont en augmentation, qu'il impacte de plus en plus de familles jeunes, avec des jeunes enfants, qui se séparent aussi de façon de plus en plus précoce par rapport à un couple. Et nous, ce qui nous importe aussi, c'est dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir offrir des services adaptés qui puissent permettre effectivement de traverser cette situation pour essayer qu'elle soit la moins déstabilisante, la moins fragilisante pour les parents et les enfants. Donc on vous remercie de ce temps de réflexion, parce qu'on a besoin aussi de prendre du recul, qu'on soit famille ou qu'on soit professionnel. Et on soutient aussi un dispositif, on va parler nous d'offres de services, qui s'appelle séances d'information parents après la séparation, qui vont permettre aux parents concernés de participer à des séances d'information gratuites qui vont être animées par des professionnels, par sociodacap, juristes, médiateurs familiales, d'être informés et de répondre à des questions qui vont concerner les aspects de la séparation, que ce soit sur le champ des droits, administratifs, juridiques ou de la relation parent-enfant.
Donc la prochaine séance d'information, elle aura lieu à Avignon le 3 décembre prochain. C'est une offre de service qui a maintenant déjà 4 ans, qui commence à faire voilà, son chemin, qui répond à un nombre de familles, certes encore limité, mais à des besoins potentiels, et qu'on reconduira l'année prochaine. On le fait en partenariat avec le CIDF, le CDAD, mais aussi les associations de médiation familiale. Et j'ai à mes côtés une représentante de l'association Résonance Médiation, qui est soutenue par tous les partenaires départementaux impliqués dans la politique de la parentalité pour offrir un service de médiation familiale aux familles concernées. Alors, on va laisser le micro à Élodie, justement, de la médiation, Résonance Médiation. Merci pour cette transition. Donc, je suis Élodie Rivet, je suis médiatrice familiale donc à Résonance Médiation et dans le cadre de notre travail, nous essayons de couvrir tout le territoire du Vaucluse, de Valréas jusqu'à Cavaillon, l'Île-sur-Sorgue, bien sûr Avignon. Notre travail consiste à accompagner des personnes d'une famille qui sont à un moment donné de leur parcours en difficulté pour communiquer, voire même en conflit ou carrément en rupture de lien. Et donc notre travail, c'est de leur permettre de se réunir dans un lieu cadré, contenant, en présence d'un professionnel, le médiateur, pour aborder certaines questions de la vie pratique et trouver ensemble des solutions. Essayer de chercher ensemble et de trouver des solutions qui soient convenables pour chacun. Donc 80% de notre travail consiste à accompagner des personnes qui vont se séparer ou qui se sont séparées, sur des questions d'ordre pratico-pratique, comment on s'organise pour la résidence des enfants, comment on s'organise pour les vacances, qui paye quoi, comment on va faire, comment on va réorganiser les nouvelles classes, comment on va permettre de garder des contacts avec papy et mamie quand on n'est plus ensemble, etc. Donc toutes ces questions-là peuvent être abordées dans le cadre de la médiation. Et parfois, les parents en médiation font ce qu'on appelle des accords, projets d'entente parentale, qu'ils vont suivre à l'amiable entre eux ou bien qu'ils vont faire homologuer par le juge aux affaires familiales. Voilà. Donc, on accueille deux types de médiation, des gens qui viennent spontanément, n'importe qui peut téléphoner à un service de médiation pour se renseigner, et des personnes qui sont orientées par le juge aux affaires familiales. Donc je disais 80% c'est des personnes qui sont séparées. Les 20% de personnes qu'on accompagne qui restent, ce sont essentiellement des fratries de personnes qui arrivent à 50, 60 ans et qui ne s'entendent plus ou pas pour orienter un parent en maison de retraite ou pour demander une mesure de protection type tutelle ou curatelle. Donc il y a certains frères et sœurs qui vont être d'accord et les autres non, et du coup ça crée des conflits familiaux. Donc on peut aussi intervenir pour les accueillir et essayer de trouver ensemble des solutions. Nous recevons également des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants. Et voilà, l'objectif c'est d'essayer d'inviter les parents pour faire une médiation grands-parents-parents et peut-être organiser une reprise de lien avec les petits-enfants. Voilà, en gros les grandes lignes de la médiation familiale. Voilà, après de toute façon, si vous avez des questions, on va pouvoir rebondir chacun de nous sur les questions que vous avez posées. Donc voilà, puis je laisse la parole à Damien du coup. On m'a dit que j'avais le droit d'enlever le masque, alors je l'enlève. Donc bonsoir à toutes et à tous, puisqu'il y a quelques hommes dans la salle. D'abord, tu as remercié tout le monde, mais moi je voudrais remercier Cathy pour l'organisation de cette conférence et elle s'est démenée pour organiser ça de longue date. Ça a été reporté avec le Covid, etc. On est enfin arrivé à la faire. Ensuite, je vous remercie d'être là et je vais essayer ce soir de placer le sujet de la séparation dans un propos plus large qui est celui de la famille. La question qui est posée, c'est la question de la place et la question de la famille. La question de la place, elle pourrait paraître comme ça, presque anodine, banale, et en fait, elle est véritablement au cœur des discussions que l'on va animer ce soir. On peut se poser la question, pour commencer d'abord, qu'est-ce que c'est une famille ?
vrai que la question est légitime parce que c'est un terme qu'on emploie souvent, mais on se pose rarement la question de savoir qu'est-ce qu'une famille. Alors la réponse est diverse, parce que selon le cadre dans lequel on se positionne, une famille ça peut être simplement les personnes qui partagent le même sang, il faut le dire rapidement. Ça peut être des personnes qui sont arrivées, les fameuses pièces rapportées. Une famille, ça peut être au sens très large, les grands cousins, etc. Ça peut être tout ça. Une famille, on peut aussi considérer que c'est autre chose que le sang. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une famille, c'est des gens, des personnes qui partagent des liens. Ça, c'est une certitude. Peu importe la nature de ces liens, mais en tout cas, ils partagent ces liens. La question qu'on se pose alors, c'est qu'est-ce qui se passe quand ces gens se séparent? Est-ce qu'on considère que les liens sont rompus? C'est la première question qu'on doit se poser. Si on estime que les liens sont rompus, alors j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir une soirée comme la nôtre. Si les liens sont rompus, puis terminé. Sauf que dans une famille, il y a toujours des évolutions, il y a toujours des progressions. Tout simplement parce que les enfants arrivent et que ces enfants-là, malgré le fait qu'on veuille rompre le lien, ces enfants font le lien entre les deux parents. C'est-à-dire que si deux personnes se marient et se séparent, à la limite, on s'en fout, c'est pas grave. À partir du moment où il y a des enfants, les choses se compliquent. Parce que les enfants appartiennent à la fois aux deux pôles qui se sont séparés. Et donc, ces enfants partagent autant de liens avec le père qu'avec la mère. Donc la question de la place de ces enfants, pour revenir à cette question de la place, va être essentielle. Comment est-ce que les enfants voient les choses et comment est-ce que les enfants vivent les choses? Voilà la question, je pense, de départ qu'il faudrait se poser pour aborder la question de la place de chacun dans la séparation. Pour un enfant, son père et sa mère, et j'entends par là la fonction du père et la fonction de la mère, les parents ne se séparent jamais. Ça veut dire que papa reste papa et maman reste maman. Et c'est quelque chose qui est indéfectible. Et toute la vie, ça sera comme ça. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est aussi compliqué de divorcer quand il y a des enfants au milieu. Parce que les parents qui divorcent, qui se séparent, restent connectés l'un à l'autre, malgré des fois toute la haine qu'il peut y avoir entre les deux, toutes les rancunes, toutes les rancœurs qu'il peut y avoir. Et donc, conserver ce lien avec l'enfant, donc avec l'autre partenaire, peut poser des problèmes. Quand on aborde cette question, il faut tout de suite séparer deux choses. Les personnes qui se sont mariées, l'homme et la femme qui se sont mariés, représentent un couple, ce que j'appelle le couple charnel. C'est-à-dire que ce qui les lie, c'est d'abord l'amour qu'ils ont entre eux. Pour les enfants, ce couple charnel n'existe pas. On est bien d'accord là-dessus. Pour les enfants, le père et la mère, ce n'est pas un couple charnel, ce n'est pas un couple amoureux. C'est un homme et une femme qui est le père et la mère. D'ailleurs, quand les enfants arrivent à l'adolescence et qu'ils découvrent la sexualité et qu'ils comprennent que pour qu'ils existent, papa et maman ont bien dû faire des choses pour qu'ils puissent arriver, c'est presque quelque chose de l'ordre du refoulement. C'est une idée qu'on ne veut surtout pas aborder. Pour vous dire à quel point le couple charnel n'existe pas. Or, quand il y a séparation, ceux qui se séparent ne sont pas le père et la mère. C'est le couple charnel. Et il y a là ce que j'appelle, alors j'ai le terme en anglais, je suis désolé, je n'ai pas en français, mais un mismatch dans la compréhension des parents sur ce que peuvent vivre les enfants. Et on observe tous les phénomènes qui sont connus et archi-connus, de conflits de loyauté, etc. Parce que, imaginons, je donne un exemple que j'ai eu récemment au cabinet, imaginons que ça soit le papa qui soit parti, et la maman est toujours amoureuse du papa. Eh bien, pour elle, cet homme qui est parti, ce n'est pas le père de ses enfants, premièrement. Bien sûr, c'est le père de ses enfants, mais c'est d'abord l'homme dont elle était amoureuse. Et donc, sans le vouloir, elle va attraper ses enfants sur ce versant-là pour savoir si papa il est avec quelqu'un à la maison, par exemple. Si papa il sort beaucoup, si papa il continue à faire les soirées qu'il faisait, et est-ce qu'il s'occupe bien d'eux? Sauf que les enfants, pour eux, la question n'a pas de sens, puisqu'on est en train de parler de leur père. Et donc les enfants, eux, sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'ils sont obligés de rapporter des choses sur papa à maman, peut-être même que papa a dit « bon écoute, il ne faut pas trop raconter à maman ce que je fais, etc. » Sauf que, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Il ne faut pas mentir.
On ne doit pas mentir. Et donc là, vous avez le début de ce qu'on appelle un conflit de loyauté. C'est-à-dire que l'enfant est à la fois loyal vis-à-vis de son père, à la fois loyal vis-à-vis de sa mère, et il est finalement prisonnier du couple charnel. Et donc, pour reprendre la place, ce qui est fondamental dans une séparation, c'est de bien comprendre à quelle place on est pour l'enfant. On est à la place pour les enfants, celle du père, celle de la mère. À aucun moment nous faisons partie du couple charnel pour les enfants. Ça n'existe pas. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que la place qu'on occupe pour ces enfants est une place de parents. Et les parents se doivent de continuer à conserver une relation entre eux qui permet à l'enfant de continuer à faire exister la cohérence de ce couple-là. À partir du moment où il n'y a plus de cohérence entre papa et maman, c'est là où il y a des problèmes qui naissent chez les enfants. Il y a des problématiques majeures parfois qui arrivent et qui peuvent poser problème. Pourquoi cette question de la place est fondamentale? Parce que le père et la mère sont les garants du cadre de l'enfant. Et donc, s'il y a une séparation, une rupture de lien entre le père et la mère, ça veut dire que ce cadre-là n'est plus tenu pour les enfants. Et on observe des phénomènes que vous devez connaître, que vous avez certainement entendu, où les enfants chez papa ils sont comme ça et chez maman ils sont encore autrement. Et vous avez la mère qui dit « Ah ben oui, mais chez moi c'est comme ça, il faut que je joue le double rôle, il faut que je joue à la fois le rôle de papa et le rôle de maman. » Vous l'avez déjà entendu ça certainement. Cette phrase-là qui paraît anodine est révélatrice de quelque chose de majeur. C'est-à-dire que si maman est obligée de faire à la fois papa et à la fois maman, c'est bien que quelque part, papa n'est plus dans la vie des enfants. Puisque le père est autre chose que l'incarnation du père. C'est-à-dire que le père, c'est pas simplement la personne physique. Le père, c'est une fonction, de la même manière que la mère est une fonction. Et donc, si elle est obligée de jouer les deux fonctions, ça veut dire que celui avec qui elle a fait l'enfant n'incarne plus cette fonction-là. Puisque normalement, même si, admettons par exemple, comme c'est déjà arrivé, malheureusement, il y a un papa qui meurt ou qui disparaît, l'enfant a toujours la fonction du père en lui, même si le père n'est plus là. Donc si maman est obligée de faire papa et maman, ça veut bien dire quelque part que le père n'est plus dans le jeu, et qu'il y a eu une rupture qui fait que l'enfant ne peut plus avoir la permanence du père au foyer de la mère. Ça marche aussi du côté du père avec la mère, évidemment. Donc cette question de la place du père et de la mère est une question fondamentale. La question de la place, on la retrouve aussi du côté des grands-parents. Je sais que c'est avec Cathy des discussions qu'on a régulièrement autour des grands-parents parce que vous avez observé, on a observé, toutes les personnes qui travaillent avec la petite enfance l'ont observé, les familles ont énormément évolué. C'est quelque chose qui a beaucoup bougé et les grands-parents d'hier ne sont plus les grands-parents d'aujourd'hui. Et on en demande énormément aux grands-parents, surtout quand il y a séparation. Et pour reprendre ce que je disais juste avant, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, les grands-parents sont quelque part la permanence du lien des parents. C'est-à-dire que c'est eux qui font ce que j'appelle le service après-vente. Ils continuent de proposer un discours de l'ordre de la parentalité aux enfants, à leurs petits-enfants. Mais parfois, on implique les grands-parents dans la rupture, dans la séparation qu'il peut y avoir entre les parents. C'est-à-dire qu'on leur demande de prendre parti. Si on demande de prendre parti, vous comprenez bien avec ce que je viens de dire avant, que à partir du moment où on demande de prendre parti, c'est qu'il y a deux parties à choisir. C'est qu'il y a un choix à faire entre les deux. Et donc il n'y a plus de permanence des parents. Donc ces grands-parents-là sont amenés à un moment à jouer un rôle qui n'est pas le leur. Mais j'ai presque envie de dire que la tentation de jouer ce rôle est grande. Si on admet que les grands-parents d'hier ne sont pas les grands-parents d'aujourd'hui, au titre que ces grands-parents d'aujourd'hui sont très modernes, très actifs, on est loin de la mamie gâteau et grand-mère café, ils sont tentés d'occuper une place qui n'est pas la leur, une place qui est presque une place parentale. Et le fait qu'il y ait rupture ouvre une brèche, ouvre un espace qui leur permet parfois d'investir ça. Et donc, quand il y a une séparation, ce à quoi il faut être attentif, évidemment, c'est aux enfants, mais c'est surtout à la vision, à la carte presque géographique que les enfants ont de la famille. C'est-à-dire à quelle place ils mettent papy, à quelle place ils mettent mamie, à quelle place ils mettent papa, à quelle place ils mettent maman. Comment est-ce que les choses s'articulent entre eux? Et donc, avant la conférence, on parlait de la médiation familiale, et notamment de ces parents, des fois, qui parlent de manière assez dégradante du parent, etc. C'est des choses qu'il faut absolument éviter.
C'est-à-dire que, imaginons une famille traditionnelle, hein, papa-maman, ne serait-ce que dans un cadre comme ça, quand papa et maman s'engueulent, quand papa des fois gronde maman, quand maman des fois crie sur papa, etc., ça crée énormément d'angoisse chez l'enfant parce qu'il y a le sentiment d'un danger de disparition. Il faut bien comprendre que les enfants jusqu'à à peu près 6-7 ans n'ont pas l'angoisse de mort. L'angoisse principale chez les enfants, c'est l'angoisse d'abandon. Et quand ils voient papa ou maman qui commence un petit peu à se chamailler, c'est cette angoisse-là qui est excitée. Alors imaginez quand il y a carrément une séparation physique et géographique. Quand la maison dans laquelle ils ont grandi jusqu'à 5-6 ans par exemple, n'est plus celle dans laquelle ils vivent, et qu'ils entendent papa mal parler de maman. Ça dit quelque chose de la permanence du lien et de l'existence de l'enfant qui les met presque en danger de disparition. Parce qu'il faut bien se représenter le monde comme un enfant voit le monde, c'est-à-dire qu'il ne vit qu'à travers ses parents. C'est ce qui explique le fait que, par exemple, les enfants ont des fois parfois beaucoup de mal à laisser papa ou maman. C'est ce qui explique le fait que quand il y a une situation inconnue, les enfants se raccrochent à papa et maman. C'est ce qui explique le fait que quand un enfant se fait mal, avant même de se faire mal, la première chose qu'il fait, c'est qu'il appelle papa ou maman. Quand un enfant a peur, appelle papa et maman. C'est parce que son existence est corrélée et liée à ses parents. Donc quand les deux parents se séparent, si en plus il y a une rupture de lien, l'excitation de cette angoisse est majeure. C'est pour ça qu'on retrouve chez certains enfants de l'énurésie, quand papa et maman se séparent, le pipi au lit. Parce que l'énurésie, c'est une manifestation d'angoisse archaïque. Donc, cette permanence-là de lien que j'évoque est quelque chose de fondamental. On peut, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure pour revenir à l'introduction du propos que j'avais, on peut tout à fait ne plus être amoureux, ça concerne le couple charnel, il n'y a pas de problème, mais par contre l'existence auprès de ses enfants en tant que père, en tant que mère, en tant que papa et maman est fondamentale. La bonne entente entre papa et maman pour les enfants est fondamentale. Évidemment que c'est compliqué pour certaines personnes d'avoir perdu l'amour de leur vie, d'avoir perdu la personne avec qui ils ont fait cet enfant. Mais si l'enfant est là, alors on doit lui assurer cette existence-là au travers de la permanence de la fonction. Il y a d'autres intervenants qui sont intéressants dans la question de la place, ce sont les beaux-parents. C'est la question la plupart du temps la plus épineuse. Parce que là, si vous me suivez sur la question de la place, vous voyez rapidement où je vais en venir. Vous avez une maman qui refait sa vie avec un homme, l'enfant était en bas âge, il avait à peu près 3-4 ans, et il a grandi avec cet homme-là. Quelle est la place de cet homme-là? Ouais, c'est son beau-père, évidemment, il a fait une super chanson dessus, génial, mais quelle est la place de cet homme? Quelle place il occupe pour cet enfant? Est-ce qu'on peut considérer que cet homme-là peut faire partie de l'incarnation du cadre? Est-ce qu'on peut considérer que cet homme-là peut exercer une autorité sur cet enfant, alors même que cet enfant a un père? Comment le père va réagir par rapport à l'introduction de ce nouvel homme? Idem pour les femmes. J'ai eu cette semaine en consultation une maman qui est arrivée et qui avait une peur terrible que la nouvelle compagne de son ex-mari prenne sa place de mère. Donc là aussi, questionner le rapport que l'enfant va avoir pour savoir à quelle place l'enfant met cette personne est fondamental. Évidemment que quand vous avez un beau-père dans la vie de l'enfant, il a une place, évidemment. Mais de la même manière que c'est évident, c'est aussi évident que cet homme-là ne pourra pas incarner la fonction du père. Et il y a autre chose aussi d'évident, c'est que cet homme-là, s'il n'apporte pas d'affection à cet enfant, il ne pourra pas, à aucun moment, faire un quelque chose d'autorité sur cet enfant. Puisque si le père, lui, peut exercer l'autorité sur l'enfant, c'est simplement parce que le fait que ça soit son père et que par ce fait-là, il aime cet enfant, c'est la seule raison pour laquelle il peut exercer de l'autorité. Mais cet inconnu qui arrive et qui veut imposer ses règles, s'il n'apporte pas d'affection à cet enfant, ça ne sera pas possible. Idem pour la mère. Une mère qui va vouloir proposer les mêmes activités à la fois à ses enfants et à la fois aux enfants de son nouveau compagnon, etc. Ça ne pourra pas marcher si elle n'est pas reconnue à une place de bienveillance maternelle. Ça ne pourra pas fonctionner. Et il faut aussi d'emblée rassurer le père et la mère pour leur expliquer que personne ne peut prendre leur place. Et que justement, à ce titre, ils ont une responsabilité sur la permanence du lien qu'ils peuvent avoir en tant que parents. Et puis, dans la question de la séparation, il y a aussi, en dehors de la question de la place, qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Comment est-ce qu'on va parler ça aux enfants?
Il y a cette phrase qui revient tout le temps, vous savez, alors je ne sais pas d'où ça sort, très sincèrement, je me pose la question, mais on dit souvent aux enfants, papa et maman ne sont plus ensemble parce qu'ils ne s'aiment plus. Vous avez sûrement entendu ça. Il ne faut jamais dire ça aux enfants. Ne dites jamais ça aux enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Si papa et maman ne s'aiment plus et ils se séparent, combien de fois on dit à nos enfants qu'on les aime? Je ne sais pas, peut-être, allez, on va dire une vingtaine de fois par semaine, trentaine de fois, quarantaine de fois, je ne sais pas. Si vous êtes un grand sentimental comme moi, vous le dites à peu près 20 fois par jour. Bon, sauf que si on ne s'aime plus et qu'on se sépare, alors toutes les fois où j'ai dit à mon enfant que je l'aimais, ça veut dire que je l'aime et que je peux me séparer de lui. Et donc forcément, derrière les enfants, ils arrivent chez le psy en disant ben oui, papa et maman, ils m'ont dit qu'ils s'aimaient plus, donc c'est pour ça qu'ils sont plus ensemble. Et ils ne comprennent pas pourquoi l'enfant est pétri d'angoisse depuis la séparation. Et forcément, il se dit que ils peuvent se séparer de lui aussi. Et donc, il est fondamental de faire extrêmement attention à ce qu'on va dire aux enfants. Dire aux enfants déjà qu'il existe plusieurs types d'amour. De la même manière qu'il existe un mot pour plusieurs choses. Moi, je donne toujours l'exemple, comme derrière mon cabinet, j'ai un immense platane avec des feuilles. Je dis, je montre une feuille de papier, je dis comment ça s'appelle, ils disent une feuille de papier, très bien, c'est une feuille. Et ce qu'il y a sur l'arbre, c'est des feuilles. D'accord? Donc, c'est le même mot, mais c'est pas la même chose. Les enfants, ils sont très visuels. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Et bien, l'amour, c'est pareil. L'amour que papa il a pour sa maman, vous m'avez compris? L'amour que papa a pour maman, c'est pas le même que l'amour que papa il a pour toi et que maman il a pour toi. C'est deux amours différents. Et en fait, on fait rien de plus, rien de moins que de faire exister deux couples. Le couple charnel qui s'aime d'amour et le couple parental qui aime les enfants mais d'un amour indéfectible. Ça m'amène à vous parler d'une autre chose encore, qui est que je pense qu'il faut sortir impérativement et rapidement de cette folie qui consiste à tout dire aux enfants et à tout parler aux enfants sur la séparation, sur pourquoi papa est parti, sur pourquoi maman est partie, sur pourquoi papa il a rencontré telle personne, sur pourquoi papa il est comme ça avec le demi-frère, etc., etc. Il y a des choses qui ne regardent pas les enfants. Il y a des sujets qui ne concernent pas les enfants. Encore une fois, l'histoire d'amour entre papa et maman, ce n'est pas le problème des enfants. Ça ne les regarde pas. Vous savez, je raconte toujours cette histoire parce que je la trouve très intéressante. Il y a quelques années, il y avait un film, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de Roberto Benigni, qui était La vie est belle. Vous savez, vous voyez ce que c'est ce film. Et dans ce film, en fait, le père passe sa vie, ce qui reste de sa vie, à mentir à son fils, pour justement qu'il n'ait pas peur. Et il transforme quelque chose d'horrible en un jeu. Et bien vous voyez, c'est ça être un parent. C'est morfler en silence. C'est-à-dire protéger ses enfants de la cruauté de la vie et protéger ses enfants des choses qu'ils ne sont pour l'instant pas capables de concevoir, d'élaborer et d'entendre. Là, quand je parle comme ça, ça vaut aussi pour les ados. Parce que les ados, sous leurs airs de gaillard ou de bimbo, ils paraissent très grands, mais ils sont très très fragiles. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que le cerveau des ados, il est mature émotionnellement, il n'est pas mature rationnellement. Donc ils vivent d'abord avec leurs émotions. Donc vous imaginez, selon ce que vous leur dites, vous les faites complètement péter. Donc c'est pas que pour les petits ce que je dis, c'est aussi pour les ados. Eh bien, aujourd'hui, vous voyez, la vie est belle, c'est plus du tout ça. On est parti complètement dans l'autre sens et on raconte tout aux gamins. Il ne faut surtout pas faire ça. Surtout pas faire ça. Ce n'est pas vrai que d'expliquer les choses aux enfants, c'est leur rendre service. Non, c'est nous rendre service à nous. Parce qu'au moins, on tombe dans quelque chose que j'observe de plus en plus, l'enfant confident. Là aussi, la question de la place, elle est prégnante. Prégnante. C'est-à-dire à quelle place on met son enfant. On veut qu'il soit autonome très rapidement et on veut lui parler de tout très rapidement. Mais non, l'enfant, c'est pas un confident. Le papa, pour un petit garçon, pour une petite fille, c'est un héros. Une maman, c'est une source intarissable d'amour. Donc si on tombe de cette place-là, pour son enfant, on perd et on fait perdre à notre enfant des champs de possibles incroyables. Donc, si vous voulez, il me semble que
il y a là stéréotypes, on pourrait en parler comme ça, et on va agir en fonction de ces stéréotypes-là. Michel Foucault, lui, parle de discours dominant et de normes. C'est-à-dire que quand on pense à la famille, si vous avez grandi comme moi dans les années 80 et 90, la famille c'est papa, maman, les 2 enfants, le labrador, le monospace, le petit pavillon avec le carré d'herbe, et on vit tous comme ça heureux au coin du feu le soir en regardant la télévision. Bon, quand on se sépare, on a l'impression qu'on va renoncer à ça, et que tout ça s'écroule. On va dire que l'exercice presque mental et psychologique à avoir, c'est de comprendre que cette famille peut continuer à exister en dehors de cet archétype. Est-ce que si on a réussi à conserver la permanence de lien entre papa et maman, est-ce qu'on peut considérer que les enfants, eux, se sentent toujours appartenir à cette famille, à leur famille? Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, si les enfants font le repas de Noël avec papa, belle-maman, etc., le 24 au soir et que le 25, ils vont chez belle-maman et beau-papa, ou je ne sais pas qui, faire leur Noël, est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont passé un Noël en famille? Est-ce qu'on peut considérer que cette famille-là peut exister en dehors des murs de la maison? C'est cette question-là qu'il faut arriver à faire exister chez les parents pour que les enfants continuent à se sentir appartenir à une famille. C'est ça qui est fondamental. Et c'est en ça que je dis que la question de la place et de la réflexion aux alternatives de la famille classique, c'est-à-dire en dehors du schéma et de l'archétype qu'on peut avoir, est fondamentale pour les enfants. Puisque, et je vais extrapoler un petit peu, si je pousse, on va dire, la chronologie à l'extrême, quand les enfants auront grandi, et qu'ils auront une vingtaine d'années, 25-30 ans, et qu'ils vont avoir, eux, des enfants, leurs parents vont changer de place. Ils vont devenir les grands-parents. Mais leurs petits-enfants, les enfants de ces enfants de divorcés-là, comment est-ce qu'ils vont appeler les grands-parents? Comment est-ce qu'ils vont appeler beau-papa? Comment est-ce qu'ils vont appeler belle-maman? Parce que quand des enfants arrivent, ça rebat toujours les cartes de la famille. Et la façon qu'on va avoir d'appeler ces personnes va donner une indication sur la place qu'ils occupent dans cette famille. Alors vous avez plein de choses. Vous avez beau-papa qui est appelé papou, par exemple, ou belle-maman qui est appelée mamou, ou mima, ou, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, ça ne peut exister ça que s'il y a eu une cohérence dans les liens, s'il n'y a pas eu de rupture dans les liens. Parce que s'il y a eu rupture dans les liens, ces personnes-là sont exclues de la famille, sont éjectées de la famille, elles n'appartiennent plus à la famille. C'est pour cela que j'ai commencé par qu'est-ce qu'une famille et d'essayer de donner une définition de la famille en disant que, quelle que soit la nature des liens dont on parle, c'est bien le fait de partager des liens qui fait une famille. Et donc, s'il n'y a plus de liens à partager, il n'y a plus de famille. Si ce beau papa-là n'a jamais existé de manière affective dans la vie des enfants, n'a jamais eu de place, alors à ce moment-là, il ne fera plus partie de la famille, de la nouvelle famille qui va arriver, avec l'arrivée des petits-enfants. C'est ça qui est fondamental, c'est de toujours comprendre à quelle place on va se positionner vis-à-vis de l'enfant, et en dehors de tous les poncifs qu'on peut avoir, c'est-à-dire être bienveillant vis-à-vis de l'enfant, vous savez, ne pas les exclure, etc. Bon, tout ça, ce sont des choses maintenant qui sont actées, qui sont évidentes, mais à mon sens, il faut placer la réflexion au-dessus de ça, et vraiment se poser la question de la place du point de vue de l'enfant, pour savoir comment est-ce que l'enfant se représente tout ça. S'il y a des manifestations anxieuses dans la façon que l'enfant a de se représenter le paysage familial qui l'entoure, à ce moment-là, il y aura un problème. Et donc, tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? De quoi on leur parle? Eh bien, on leur parle de ça. On leur dit qui est à quelle place et qui fait quoi. Et pour faire ça, d'abord, on en parle entre nous en tant qu'adultes. Et quand je parlais des grands-parents, il me semble que c'est fondamental de parler avec ses parents, si nous-mêmes divorçons, pour leur dire qu'est-ce qu'on attend d'eux. De quoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin simplement qu'ils fassent un petit peu de la garde? Est-ce qu'on a besoin qu'ils fassent un petit peu de la continuité familiale parce qu'il y a une rupture et que souvent les enfants, quand ils se retrouvent chez papy et mamie, c'est plus rassurant parce qu'ils retrouvent un schéma classique, homme-femme, donc ils ont des projections plus simples, papa-maman. Est-ce qu'on leur parle du danger qu'il peut y avoir à un moment du glissement dans une position parentale? On parle également avec la belle famille. C'est fondamental de parler avec sa belle famille parce que d'un coup, la belle-mère qu'on ne pouvait pas s'encadrer,
et bien on va pouvoir balancer tout ce qu'on pouvait dessus, sauf que ça reste mamie pour les enfants. De la même manière que quand on parle mal de maman, ça reste maman. Et donc d'un coup, une des personnes fondamentales de sa vie dégrade quelqu'un qui a une place tout aussi fondamentale. Donc il me semble qu'avant de parler aux enfants, on doit parler entre adultes. Et une fois qu'on a parlé entre adultes, on peut parler aux enfants. Et ce qu'on leur dit, c'est ça. Qui est à quelle place? Et on les rassure sur la permanence des personnes. Personne ne va disparaître de nulle part. Parce que quand on se sépare, pour les enfants, la première peur, c'est celle-là. C'est la peur que papa disparaisse, maman disparaisse. Alors, ils ne vous le disent pas comme ça, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont peur que papa les aime moins, papa les aime plus, qu'ils voient moins papa, vous voyez, quand ils sont chez maman, ils ont envie de voir papa, quand ils sont chez papa, ils ont envie de voir maman. Mais en fait, derrière, la question qu'ils posent, c'est est-ce que tu vas sortir de ma vie? Est-ce que je vais continuer à te voir? Est-ce que tu vas continuer à exister? Et plus fondamentalement, est-ce que moi, je vais continuer à exister? Cette question-là, elle est vraie chez les tout-petits, elle est vraie chez les moins petits, elle est vraie chez les ados. Sauf qu'elle vient frapper à la porte d'une manière différente. Chez les ados, qui sont en quête identitaire, dans un questionnement de savoir qui ils vont devenir et qui ils sont, le fait que papa et maman ne soient plus ensemble, ça pose des problèmes de projection pour un garçon vis-à-vis de son père, pour une petite fille vis-à-vis de sa mère. Puisque un ado, la première chose qu'il se demande quand il commence à se questionner sur qui je suis, il regarde le premier modèle qu'il a, c'est son père. Si c'est un garçon, il regarde sa mère, si c'est une fille. Sauf que si papa dégrade maman et maman dégrade papa, alors est-ce que j'ai vraiment envie de ressembler à cet homme qui a quitté ma mère, qui est mon modèle? Est-ce que j'ai vraiment envie de ressembler à cet homme qui a quitté ma mère, qui ma mère m'apporte autant d'amour? Est-ce que j'ai envie de ressembler à cette femme que mon père a quittée? Ben non. Surtout que, et là je fais une brève aparté de psychanalyse, vous m'excusez, c'est ma formation initiale, mais surtout que à l'adolescence, les enjeux oedipiens se réactualisent. De nouveau, il y a des tensions entre un garçon et sa mère, et de nouveau, il y a des tensions entre une mère et son père. Et donc, si dans cette problématique-là, la personne vers qui ils sont attirés est dégradée par la personne qu'ils sont censés copier pour pouvoir la voir, alors à ce moment-là, ça va créer des troubles identitaires importants. Et donc c'est pour ça qu'il est fondamental, et vraiment fondamental, de continuer à parler avec ses enfants de quelle place, qui occupe quelle place. Je crois que c'est là un des points majeurs de la question. Tu veux poser une question? Oui, moi j'ai une question, justement, ça me fait penser, bon là c'est l'idéal, c'est-à-dire, ça voudrait dire que c'est un projet qu'on met en place quand la situation commence à se dégrader et que le couple charnel sait qu'il va devoir se séparer, donc ça nécessite, l'idéal, si je comprends bien, c'est que le projet soit parlé entre les deux adultes, mais aussi avec les grands-parents, c'est bien ça. La difficulté, ce que nous rencontrons, nous, régulièrement dans nos établissements, quand on accueille des familles, et la situation, c'est que souvent, déjà, le lien s'est déjà rompu, et on voit déjà des situations de grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants du jour au lendemain, du papa ou de la maman qui est déjà dans la communication, le fil, et voilà. Comment faire à un moment donné pour... ma question, c'est comment faire à un moment donné pour essayer de rattraper la situation et d'essayer de renouer le contact. Un grand-parent qui du jour au lendemain ne voit plus ses petits-enfants parce que, comme tu dis, la belle-fille elle a profité pour, ça y est, on met les choses au clair et je ne veux plus voir les beaux-parents. Comment arriver à un moment donné à réintégrer la place de chacun, mais ça passe nécessairement par du dialogue. Comment recréer le dialogue? Alors, heureusement que tu es là, parce que tu me permets justement, tu vois, de repréciser certaines choses, parce que des fois je m'en vais et je ne sais plus où je pars. Tu as raison, c'est un idéal ce que je dis. Tu as tout à fait raison, c'est dans l'idéal, mais je donne toujours des images idéales comme ça pour essayer de voir ce vers quoi il faut tendre. Mais je vais reprendre ce que je disais et je vais garder mon fil conducteur. Ça dépend à qui tu parles. Ça dépend à qui tu parles en fait. C'est toujours cette question-là. Si tu parles à l'homme et la femme qui étaient amoureux et qui se sont quittés, ça va être très compliqué. Parce que la passion amoureuse entre deux êtres fait que ça peut être quelque chose de merveilleux, mais ça peut être aussi destructeur. À chaque fois, je garde en tête l'image de Troie. Ils ont rayé une ville pour une femme, parce qu'une femme a été volée.
C'est pour dire à quel point ces enjeux-là sont importants. Donc si on parle à l'homme et la femme qui se sont séparés, ça ne marchera pas. Par contre, si tu parles aux parents, là, ça peut marcher. Parce que celui qui empathie dans l'histoire, et c'est pour ça que systématiquement, quand je parle de la question de la place, je mets toujours l'enfant à côté en disant comment l'enfant voit les choses. Si tu parles de la question de « il voit plus papy et mamie », celui qui empathie, effectivement, ça ne sera pas la belle-fille. Ça sera l'enfant. Et donc, si tu parles à la maman et au papa en disant « mais votre fils, votre fille est malheureuse, parce qu'elle a envie de voir sa grand-mère. Donc, vous rendez votre enfant malheureuse parce que vous avez une rancune avec votre belle-mère. » Ben là, déjà, les choses peuvent être beaucoup plus audibles. Ensuite, une fois que ça s'est dit, derrière, on peut commencer à questionner on va dire, le sujet de la relation avec papy et mamie pour les enfants. C'est-à-dire quel rôle ils ont, papy et mamie pour les enfants. Est-ce que papy et mamie c'est un refuge, c'est-à-dire est-ce que ça fait du bien de voir papy et mamie parce que ça permet d'être un peu à l'abri de la tempête de la séparation? Est-ce que papy et mamie c'est quelque chose qui était instauré depuis longtemps parce qu'on a eu l'habitude et que c'est une routine, et qu'à ce titre, la routine c'est l'incarnation même de cette permanence dont je parlais tout à l'heure? Est-ce que papy et mamie c'est bien parce que chez mamie on a le droit de faire des choses que chez papa et maman on n'a pas le droit de faire? Tu vois, il y a tout un processus derrière qui se met en place où on ne parle plus de eux, le fait qu'ils ont des griefs vis-à-vis de leur belle-mère, etc., mais on parle bien de leur enfant qui a besoin de voir ses grands-parents. Et ce ne sont pas les grands-parents qui viennent en pleurant en disant « je vois plus mes petits-enfants ». Eux, ils tirent simplement la sonnette d'alarme en disant « il y a mon enfant, il y a mon petit-fils, ma petite-fille qui aimerait pouvoir venir, mais qui ne vient pas parce qu'il y a des griefs d'adultes ». Et donc, quand on explique ça, et c'est pour ça que je parlais de l'idéal, c'est-à-dire quand on a présenté cet idéal-là aux parents, en leur expliquant la permanence des places, etc., et qu'on leur dit, vous voyez, typiquement là, votre enfant il est pris en otage dans une guerre d'adultes amoureux qui ne s'entendent plus. Voilà. Ben, vous estimez que votre belle-mère, elle vous a jamais donné son fils et qu'elle s'est toujours mise entre vous, mais ça c'est une querelle d'amoureux. En attendant, il y a un gamin de 6 ans qui a envie de voir sa grand-mère, et il ne peut pas parce qu'il y a une querelle d'amoureux. Et donc là, ça remet les choses en perspective. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en parlant pour la médiation familiale, en disant, la première fois quand ils viennent à la médiation, c'est compliqué, mais comme ils viennent seuls, ben, ils acceptent de venir, et ils entendent quelque chose de la permanence du lien pour l'enfant, et c'est ce qui fait qu'ils reviennent la fois d'après avec... Et souvent, le premier entretien commun où il y a les deux parents qui viennent en médiation, on aborde, sans qu'ils le veuillent vraiment, mais on aborde la question conjugale. Tu parles charnel, mais en fait, nous, on dit la relation conjugale. Et c'est vrai que souvent, le niveau conjugal et le niveau parental, c'est pour eux, c'est emmêlé, c'est comme une grosse pelote de laine emmêlée. Et donc, en médiation, on va tirer les fils. Ça, c'est du côté conjugal. Ça, c'est du côté parental. Et en fait, on aide les parents à clarifier un peu leur place. Voilà, à quelle place, quand ils parlent, à quelle place ils se situent. Est-ce que je parle en tant que papa ou est-ce que je parle en tant qu'ex-mari? Voilà. Et ça, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui, mais justement, ça me fait penser à un truc que je voulais dire tout à l'heure et puis j'ai bifurqué sur autre chose, c'est que souvent, très souvent, ce qui se passe, c'est que la question du couple conjugal charnel est camouflée la plupart du temps derrière la question des parents. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple typique, une maman qui demande et alors, papa il a beaucoup de copines, il voit beaucoup de monde, etc. Et donc elle me dit ça, elle me dit j'ai demandé à ma fille si mon ex-mari voyait beaucoup de femmes. Et moi je lui dis mais attendez, ça ne vous regarde pas? Elle me dit mais si, j'ai envie de savoir qui ma fille voit et qui défile dans la vie de ma fille. Vous voyez la porosité, exactement, c'est exactement ça. Et donc, cette membrane très fine qui parfois se perce, c'est vraiment le lit de ce qui fait le conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est ce qui peut exister de pire pour des enfants dans un cas de divorce. Parce que les enfants ne savent plus vers qui ils doivent, s'ils doivent mentir, s'ils ne doivent pas mentir, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire. Et il y a une dégradation énorme des imagos parentaux. Donc, moi ma question là, c'est, enfin, l'observation que je peux faire, c'est quand la situation est déjà donc bien avancée, que le couple charnel est déjà séparé, c'est l'importance de l'entourage, du coup.
parce que un peu ce rappel à l'ordre et cette prise de recul, si j'ai bien compris, ça peut être apporté que par un tiers. Je veux dire, les deux parents sont déjà enlisés dans la situation. Donc là, le tiers, ça peut être, si c'est pas un professionnel, parce que c'est pas évident d'aller d'entrer voir un professionnel qui se faire aider, le tiers, ça peut être qui, du coup, autour? Le tiers, ça peut être qui? Le tiers, ça peut être qui? Malheureusement, le tiers, il faut que ça soit un professionnel. C'est fondamental. Parce que à partir du moment où c'est pas un professionnel, c'est-à-dire que ça va être un ami, une amie, des fois c'est les parents, les grands-parents qui font office de tiers. Bon, ça peut arriver que papa et maman nous donnent un bon conseil, hein, je veux dire, mais le problème c'est que si vous avez une mère comme la mienne, elle sera jamais objective. Donc même si je fais les pires des horreurs, elle dira toujours non, mais mon fils il est pour rien. Donc c'est pas ce qui est recommandé, quoi. Maintenant ils peuvent avoir une parole de sagesse, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement dire attention, là tes enfants ils morflent, ou attention là tu vois bien que ton fils il va pas bien ou ta fille elle va pas bien, etc. Mais dans l'absolu, il faut que ça soit un professionnel impérativement. Pour une raison simple, hein, c'est encore la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà en tant que professionnel, c'est compliqué parfois de garder une écoute neutre et un positionnement qui soit neutre. Parce que, effectivement, l'illusion folle que parce qu'on est médiateur familial, parce qu'on est psychologue, parce qu'on est assistante sociale, parce qu'on est je sais pas quoi, on serait dénué de sentiments et de parti pris, c'est une énorme bêtise, c'est pas vrai. Donc, déjà en tant que professionnel, c'est compliqué. Cependant, en tant que professionnel, nous on est protégé par le fait qu'on ne soit pas engagé affectivement dans la situation. Et donc ce qui nous permet, la plupart du temps, de nous centrer sur l'enfant. Puisque, si vous avez bien suivi mon raisonnement, celui que je mets au centre de la réflexion, c'est bien l'enfant. J'estime qu'en fait, les adultes, ils sont suffisamment grands pour assumer leurs responsabilités, pour souffrir en silence, et finalement, c'est leur choix, quoi. Les enfants, eux, ils n'ont rien demandé à personne. Donc c'est eux qu'on doit protéger en premier et ceux qui sont au centre de la réflexion. Donc si on met l'enfant au centre de la réflexion et qu'on se dit, bon, on va protéger ce gamin et qu'on regarde ce qui se passe autour de cet enfant pour pouvoir leur protéger, déjà, ça nous permet d'être le plus neutre possible pour papa et maman. Mais ça, pour faire ça, il faut avoir cette conscience-là de l'enfant. Une amie, la meilleure amie, la confidente, le meilleur pote, etc., eux, ils ne sont pas du tout objectifs. Ils prendront toujours le parti de la personne qui suit. Tes parents, ils prendront toujours ton parti. Donc, c'est toujours compliqué. Maintenant, j'entends que ça peut être compliqué d'aller voir un professionnel, c'est ce qui est sous-tendu dans ta question, mais quand je vois là les personnes qui sont autour de cette table, ça fait déjà 4 personnes qui sont susceptibles d'entendre des parents et de pouvoir les aider. Moi, dans le travail que je fais au quotidien, je vois autour de moi, j'ai tout un réseau de personnes qui sont susceptibles de faire ça, et je ne pense pas seulement aux psychologues, je pense vraiment à tout un faisceau de professionnels qui travaillent dans l'enfance, la petite enfance, dans les maisons d'ados, etc., et qui sont sensibilisés à ces questions-là, et qui sont capables de dire aux parents, voilà, il se passe ça, le b.a.-ba, simplement ce que je viens de dire. Donc ce qu'on peut se dire aussi, c'est si on a un conseil à donner à l'entourage, c'est éventuellement d'être deux fois plus vigilant du conseil qu'on va apporter, parce que je pense que les premiers interlocuteurs et les premières personnes vers qui on se tourne dans des situations comme ça, c'est soit un membre de la famille, soit des amis proches. Donc je pense que tous, à un moment donné, on connaît cette situation, et si on a un conseil à donner, c'est peut-être là d'être 2 fois plus vigilant, parce que notre implication, elle va avoir vraiment un impact, et d'être 2 fois plus vigilant sur justement apporter du recul à la situation et de ne pas prendre parti. Parce que c'est pas évident d'aller voir un professionnel, d'entrer généralement, les personnes vont voir un professionnel parce que quelqu'un les a orientés, ou voilà, il y a eu une démarche déjà, mais d'entrée, je pense qu'ils vont plutôt voir vers les amis et la famille.
Oui, alors, tu vois, moi je modifierais un petit peu le conseil. Je dirais que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas confondre soutien et conseil. Ah. Ce qu'on attend de nos proches, c'est qu'ils soient là, c'est qu'ils soient présents, c'est qu'ils nous soutiennent, qu'ils viennent nous donner de la présence, qu'ils viennent nous donner du réconfort, des choses comme ça, mais on n'attend pas de des conseils. Si tu veux, c'est quelque chose qui semble aller de pair, c'est-à-dire le conseil et le soutien, mais c'est deux choses complètement différentes. Si tu as un meilleur ami, tu vas attendre que ce meilleur ami vienne, qu'il te dise bon allez écoute, on va aller boire une bière, on va parler d'autre chose, etc. Mais tu n'attends certainement pas que ce type-là vienne et te donne un conseil sur comment faire, tu vois. C'est parce que le conseil qu'il va te donner encore une fois, ça va être un conseil qui va être à la fois teinté de l'amour qu'il peut te porter, mais en même temps, il va mesurer ce qu'il va te dire parce que il ne va pas vouloir, toi, t'incriminer en disant je vais le faire culpabiliser de ci ou de ça, etc. Alors que, en tant que professionnel, nous, on va lui renvoyer quelque chose de totalement objectif, et si ça le fait culpabiliser, à ce moment-là, on peut questionner ça et on peut venir interroger cette culpabilité. Ce que l'ami, lui, ne fera pas, parce que si en face de toi, ton pote, il t'envoie quelque chose qui est culpabilisant, tu vas dire, attends, il vient me soutenir et il m'envoie 2-3 pistaches dans la tête. Bon, super, le soutien, quoi, il va mettre encore plus dedans. Quand tu vas voir un professionnel, tu sais que ce professionnel-là, potentiellement, il va te mettre en face de choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre. De ton ami, de ta famille, de tes parents, etc. Tu n'attends pas ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, ce qui se passe quand on va voir un professionnel, on lui dit jamais tout. Et on lui dit jamais complètement la vérité. On lui donne une version de la vérité de ce qui s'est passé, généralement qui nous met dans une position plutôt bien, et c'est au fur et à mesure de l'entretien, au fur et à mesure des séances, que ça évolue, et que lui-même évolue dans la vérité qu'il t'a donnée pour arriver petit à petit à ce qui se rapproche le plus de ce qui s'est passé. Mais ce cheminement-là, dans la discussion, est nécessaire pour que la personne puisse accepter au fur et à mesure de dévoiler ce qui s'est passé, et surtout lui d'accepter la place qu'il a jouée dans la version qu'il te donne. Ton ami, tu ne peux pas lui faire, parce que tu l'as appelé quasiment à chaque fois qu'il s'est passé un truc et tu lui as dit ce qui s'est passé. Et donc, il n'y a pas ce cheminement-là avec lui dans la discussion. C'est-à-dire que d'emblée, tu es obligé de lui livrer une vérité qui peut parfois être très compliquée. Et donc, tu n'as pas forcément envie d'avoir cette discussion-là avec lui, tu attends plutôt que lui vienne te dire quelque chose de rassurant et qu'il te change les idées. La plupart du temps, ce qu'on demande, c'est que nos amis nous changent les idées. Tu vois, c'est plutôt dans cette dynamique-là. C'est pour ça que je dis le meilleur conseil qu'on peut donner aux proches, c'est de ne pas confondre soutien et conseil. C'est deux choses complètement différentes. Le conseil, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et en plus de ça, il ne faut jamais oublier qu'un conseil engage. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, tu t'engages vis-à-vis de cette personne. Parce que la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que les personnes vont se dire « Ouais, mais c'est toi que je suis venu voir aussi. C'est toi qui m'as dit de faire ça, moi j'ai fait ce que tu m'as dit. » Et donc du coup, d'une part, tu dédouanes la personne des responsabilités qu'elle doit porter dans sa situation, puisque c'est sa situation. Et d'autre part, toi, tu t'es engagé dans un truc qui risque de dégrader, d'abîmer la relation que tu avais avec ton ami, avec ta vie, avec ton fils, etc. etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a un partage de responsabilités qui n'est pas forcément de bonne loi dans cette situation. Tu vois, c'est de la même façon quand tu donnes un avis, quand tu donnes un conseil. Nous, c'est notre job. Il nous dit, si quelqu'un vient et qui nous dit « Ouais, vous m'avez dit ça », et oui, je vous ai dit ça, mais on peut le justifier. On peut dire « Attendez, vous me présentez ça, tu as un cadre théorique avec lequel tu travailles, d'où l'importance du cadre théorique et de la place du professionnel, etc., qu'il ne soit pas engagé, etc. Il y a un cadre théorique, je vous ai dit ça pour ça. Voilà ce qui s'est passé, c'est pour ça que je vous dis ça. » Tu vois, tu as cette protection de la place professionnelle qui te permet justement de laisser la personne seule responsable dans sa situation. Moi, j'aurais une question à poser, demander. La question que je me pose. Il faut parler dans une fois que vous avez mis. Là, la question que je me pose en vous écoutant, après question chemin aussi, quand vous parlez de professionnels, vous faites référence à des professionnels psychologues, voire médiateurs familiales qui sont armés, formés, ou ça s'étend aussi à d'autres professionnels de la petite enfance, au sens où nous on l'interprète, hein, des éducateurs spécialisés, des puéricultrices par exemple, ou est-ce que ces professionnels-là, qui n'ont pas ces formations, vont aussi avoir un rôle de soutien
Ou est-ce qu'ils peuvent aller plus loin si pour autant on leur en donne des moyens? Parce que tout le monde ne peut pas s'improviser thérapeute non Vous plus. avez raison. Donc chacun est dans son rôle. Alors, vous avez... Donc, juste pour terminer, c'est-à-dire que nous, qui accompagnons ces services, nous, notre souci, on avait dit, c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant, et on sait que plus tôt on va agir, plus l'action sera précoce, la sensibilisation, on évitera que les choses se dégradent ou aient des effets durables dans le temps. Vous avez raison. Vous avez raison à double titre. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas thérapeute, et à titre personnel, enfin professionnel, moi je suis très vigilant à qui fait quoi. Il y a plein de titres qui sortent, de psycho, machin, etc. Moi, je suis très vigilant là-dessus, et je suis assez intransigeant avec ça, parce qu'on manipule quelque chose qui est extrêmement volatile, extrêmement fragile, et donc j'estime que pour manipuler ça, il faut quand même pas faire n'importe quoi, et donc la protection d'un titre universitaire est quand même une assurance. Maintenant, je suis doublement d'accord. La deuxième raison qui fait que je suis d'accord avec vous, c'est que je pense effectivement que chaque personne de la petite enfance de la petite enfance et de l'enfance, peut intervenir, non pas comme soutien, mais là comme conseil. C'est-à-dire que moi, je place ces personnes-là du côté du conseil, mais à des places différentes. C'est-à-dire que moi, en tant que psy, je vais aller sur le terrain psy, et je vais investiguer ce champ-là. Maintenant, je suis un ardent défenseur, notamment dans les multi-accueils, dans les crèches, etc. Même pour les asthmates, je leur répète à longueur de supervision qu'elles sont des expertes de la petite enfance. Parce qu'elles font ça toute la journée. Elles voient des enfants toute la journée. Donc elles ont un regard d'experte sur le petit enfant ou sur l'enfant. Et donc, moi je dis souvent, une asthmate, une fille qui travaille en crèche, une auxiliaire, etc., elles ont un regard clinique qui est beaucoup plus acéré que le mien. Et j'ai aucun problème à le dire. Imaginez la base de données qu'elles ont. Donc, quand elles voient un enfant qui ne va pas bien, elles peuvent interpeller le parent en disant « on a observé ça ». Maintenant, elles ne vont pas donner des solutions, elles ne vont pas investiguer le champ psy en disant « votre enfant il est comme ça parce que, etc., telle disposition ». C'est pas le but. Mais par contre, elles peuvent alerter. Si on les sensibilise un petit peu plus et qu'on leur donne peut-être un peu plus d'outils, un peu plus de billes, à ce moment-là, elles pourront peut-être même commencer à donner une piste de réflexion aux parents, sans problème. C'est pareil pour les éducatrices jeunes enfants, elles ont une formation qui je trouve qui est de qualité. On a vraiment de super OJU en France, qui sont capables, justement, là aussi, de donner des pistes de réflexion aux parents, qui sont capables de repérer, de faire du repérage, etc. Et là, on n'est pas dans du soutien. Elles peuvent être dans du soutien. Elles peuvent prendre le temps d'écouter une maman qui ne va pas bien le matin quand elle arrive, etc. Il n'y a aucun problème. Donc, si vous voulez, moi je pense qu'en tant que professionnel, on peut se permettre d'aller sur ce terrain-là, à la seule différence qu'il faut savoir rester à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire celle qui correspond au contour des formations et d'expériences qu'on a. Voilà. Et je veux dire, c'est ce qu'on fait quasiment tous instinctivement. Vous voyez, par exemple, au cabinet, quand j'ai un gamin qui vient et que je vois que le gosse, ça fait par exemple 2 séances d'affilée qui tousse énormément, je ne vais pas dire il a une bronchite parce que c'est pas mon job et je ne suis pas qualifié pour ça. Par contre, j'oriente vers le médecin. Vous voyez, c'est pas... Ou alors, si un enfant vient et que je vois qu'il y a un problème peut-être d'élocution, etc., j'oriente vers l'orthophoniste. Et là, c'est un conseil, l'orientation, c'est pareil. Mais je ne vais pas aller sur ce terrain en commençant à dire, pour le bégaiement ou pour la dyslexie, il faut faire ça ou ça ou ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, on peut y aller en tant que professionnel, mais en restant à la place, en continuant à faire ce qu'on sait faire. Voilà. Il ne faut pas essayer de sortir ou d'investir une place qui n'est pas la nôtre. Mais moi, toutes les personnes, tous les professionnels qui interviennent dans la petite enfance, pour moi, sont susceptibles et sont capables de faire ce repérage-là et de pouvoir à un moment proposer quelque chose à la personne dans leur domaine de compétences. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je voudrais ajouter aussi, c'est que beaucoup de professionnels aussi s'interrogent justement sur leur légitimité. Est-ce que c'est leur place d'aborder, d'alerter ou de conseiller? Donc ça, c'est aussi une réserve. Tout à fait. Oui, vous avez... Vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est de s'autoriser à faire quelque chose. C'est toujours ça. Maintenant, c'est pour ça que je dis, quand on travaille dans la petite enfance, quand on travaille dans l'enfance, il ne faut pas se leurrer, c'est pas dès la première année qu'on va avoir ça. Mais il y a quelque chose qui existe qui s'appelle l'expérience.
Et donc cette expérience-là, ça doit être ce qui doit nous permettre, ce qui doit nous donner la légitimité d'intervenir. Encore une fois, quand on travaille avec les enfants, c'est qu'évidemment, on a à cœur le bien-être de ces enfants. Et donc, à ce titre-là, si c'est ce qui nous motive, on doit pouvoir à un moment dépasser la réserve qu'on a pour le bien-être des enfants. Maintenant, ça ne veut pas dire de devenir... Juste dire que si vous avez des questions, je vais passer avec le micro, je vous passerai le micro. Donc le but c'est ça aussi, c'est à un moment donné que si vous avez des questions, même si ce n'est pas du sujet qu'on vient juste d'aborder, voilà, Damien est là pour rebondir sur vos questions. Donc je vais mettre sur le côté, puis vous lèverez la main, et je te laisse continuer pendant ce temps. Peut-être voir si c'est une question qui pour continuer. Est-ce qu'il y a une question là déjà? Comme ça on avance, on continue. Oui, j'arrive. Oui, je voulais revenir tout à l'heure quand on était dans le cas de figure de parents qui se séparent avec des enfants. Et pour accepter la séparation, qu'on ait ou pas des enfants, il faut un temps. Oui. Et du coup, je pense qu'il y a une temporalité pour que les deux adultes, parents et anciens couples, conjugaux ou charnels, soient dans cette acceptation pour transmettre au mieux à l'enfant cette permanence dont vous parliez. Oui. Et du coup, de votre expérience, quelle temporalité, ou justement, si on parlait de l'entourage, est-ce que l'entourage devait être un soutien pour permettre à ces anciens couples de se séparer et d'avoir les mots justes pour l'intérêt de l'enfant? Oui, ben merci de poser cette question, parce qu'effectivement, la question du temps, je ne l'ai pas abordée, mais elle est centrale. Vous avez raison. D'abord, la séparation est difficile à accepter pour le couple charnel. C'est eux d'abord c'est ça qui est difficile. Le couple charnel et d'une certaine manière le couple parental aussi, parce que justement, il doit renoncer à cet idéal qui était le sien. Maintenant, quelle temporalité? Je vous dirais que ça dépend évidemment de à quel moment de la vie du couple la séparation intervient. Est-ce qu'on est sur un couple qui s'entendait très bien et d'un coup il y a eu un coup de foudre d'un des deux côtés, la personne est partie? Est-ce qu'on était sur un couple qui commençait à se dégrader et où on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui allait arriver? Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc la temporalité va dépendre vraiment de chaque cas de figure. Maintenant, pour répondre à votre question sur l'entourage, évidemment, l'entourage a un rôle à jouer, et c'est pour ça tout à l'heure que je disais que très rapidement, il faut parler avec papy, mamie, il faut parler peut-être avec tati, tonton, parce qu'on les oublie souvent, mais tati et tonton, les sœurs, les frères, ont un rôle vraiment, une articulation, un rôle majeur à jouer quand ils sont dans les parages, parce qu'ils ont vraiment une place à part dans le paysage familial, et il faut parler avec eux en leur disant qu'est-ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, est-ce que, vous savez, il y a des parents, des fois, où il y a des papas, il y a des mamans, ils arrivent à voir leurs enfants que s'ils sont avec papy et mamie. Parce qu'ils savent que de voir les enfants, ça va être difficile. Parce que quand ils voient leur petite fille, ils voient leur ex-compagne. Parce que les questions que les enfants vont leur envoyer sur pourquoi maman elle n'est pas là, pourquoi tu es tout seul, ça leur permet d'avoir un relais avec papy et mamie, c'est-à-dire hop, ils laissent les enfants papy et mamie, ils vont souffler un petit coup parce que ça les a un petit peu bousculés, etc. Donc évidemment que l'entourage a un rôle à jouer, à la condition qu'on ne fasse pas ça au fil de l'eau. C'est-à-dire que là, on a cette habitude maintenant qui est prise de dire on va voir au fil de l'eau. Non, il faut en parler avant, c'est fondamental. Il faut dire à ses parents qu'est-ce qu'on a besoin dans chaque moment de sa vie avec le gamin, de façon à ce qu'il y ait une discussion originelle qui nous permette de faire le rappel de cette discussion quand les choses vont commencer à glisser. Voilà. Mais évidemment que l'entourage a un rôle majeur, et surtout, là pour le coup, on faisait la distinction soutien-conseil, un rôle majeur de soutien. Parce que, là on le fait sur le papier, la distinction entre couple charnel, etc. Mais quand vous vivez le truc, vous vous dites pas, non, c'est ma partie charnelle, c'est ma partie amoureuse, c'est ma partie... Vous voyez, vous ne faites pas cette distinction-là. Ça, c'est dans l'après-coup, dans la réflexion. Est-ce qu'il y a une autre question? Je me posais la question de savoir quelle place est-ce qu'il devait y en avoir une pour le père, dans le cas d'une séparation
pour cause de violence conjugale. Ah, les questions piégeuses arrivent. Alors, d'abord, je vous dirais qu'il me semble, et je parle sous contrôle de ma collègue médiatrice familiale qui a fait du droit, ce que je n'ai pas fait, il me semble que quand il y a des violences conjugales qui sont avérées, il y a le juge qui se prononce, si je ne dis pas de bêtises, sur s'il y a possibilité d'avoir des visites, des choses comme ça, ou si les visites doivent être médiatisées, etc. Il me semble. En fait, il peut y avoir différents cas de figure. L'enfant et la mère peuvent être protégés. En tout cas, le juge il peut ordonner une mesure de protection pendant quelque temps pour protéger tout le monde. Après, votre question c'était est-ce que le père peut garder une place de père? Oui, c'était pas. C'est pas par rapport en fait À la loi. à la législation, c'était plus l'aspect de la place symbolique du père. Oui. Alors, quand il y a des violences conjugales. Oui. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le psychologique, le sociologique, etc., s'articule obligatoirement avec l'aspect légal. C'est obligatoire. L'aspect légal est ce qui va encadrer la réflexion psychologique. En ceci que si par exemple vous avez le droit ou pas de faire quelque chose et que vous le faites quand même, alors vous êtes dans un aspect de transgression. Mais vous ne pouvez être dans de la transgression que parce qu'il y a ce cadre légal. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je commence toujours l'introduction quand il y a une question comme ça par le cadre légal. C'est-à-dire que si le juge l'a ordonné, symboliquement ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que symboliquement, la loi, qui est l'émanation d'une volonté sociale, la société demande à ce père de ne plus voir ses enfants parce qu'on estime que ce père-là, il faut l'éloigner parce qu'il peut être un danger pour ses enfants. Vous voyez, donc il y a un aspect aussi symbolique là-dedans. Maintenant, pour répondre à votre question, symboliquement, est-ce que ce père peut continuer à exercer sa place de père ? Évidemment qu'il peut continuer. Par contre, la fonction sera abîmée et la fonction sera dégradée. Maintenant, ça va dépendre aussi de quel âge a l'enfant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé ? Ça va dépendre aussi, est-ce que l'enfant a assisté ou n'a pas assisté aux violences ? Est-ce qu'on a parlé des violences ou pas ? Vous voyez, il y a encore autre chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette folie de tout raconter aux enfants. On peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt, si l'enfant n'a pas assisté, si l'enfant n'a rien entendu, quel est l'intérêt d'aller voir l'enfant en disant ton père a été violent, il a frappé maman. On peut se poser cette question-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que la réflexion doit se porter là-dessus. Maintenant, le père, dans sa position symbolique, c'est-à-dire celui qui incarne la loi et l'autorité, etc., va avoir beaucoup plus de mal derrière cet acte-là pour incarner la loi et l'autorité. Parce qu'il aura lui-même transgressé quelque chose de fondamental. C'est pas qu'il aura été violent, c'est qu'il sera allé faire du mal à une personne qui est fondamentale pour l'enfant. Et donc l'enfant va avoir un regard vis-à-vis de cet homme-là qui va être un regard très certainement, dans un premier temps, de peur. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le respect par la crainte de la personne, mais par de la peur. Et un père ne doit pas faire peur à ses enfants. Il doit être craint, il doit être respecté, mais il ne doit pas faire peur. Et la deuxième chose, c'est que quand l'enfant va grandir, cette peur-là va se transformer très vraisemblablement en quelque chose qui va ressembler à de la déception. C'est-à-dire que cet homme-là n'est pas ce héros que je pensais. Mais pas sur un versant normal, c'est-à-dire où les enfants, les ados, à un moment, font tomber du piédestal leur père pour pouvoir eux-mêmes se lancer dans la vie, mais beaucoup plus tôt en se disant de toute façon, il me dit de faire quelque chose, il veut incarner quelque chose, mais lui-même n'est pas capable, et lui-même a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Donc à ce titre-là, vous voyez ce que je veux dire ? Le positionnement symbolique, ça va être celui-là. Mais il peut continuer à être un père, il va continuer à exister auprès de son enfant, mais sur un versant qui sera un versant dégradé, voire très dégradé, en fonction de si l'enfant a assisté, pas assisté, etc. Et ce qui se développe en ce moment, c'est des services qui permettent non pas la coparentalité, mais la parentalité parallèle. C'est-à-dire que pour que les parents ne se croisent pas parce qu'il y a eu violence ou intrafamiliale ou de la violence conjugale d'un envers l'autre, ce sont des services qui accompagnent les enfants chez l'autre parent, que les parents ne se croisent pas. Et ça suppose de considérer qu'un mari violent peut être un bon père. Voilà, c'est ce paradoxe-là qu'il faut intégrer, mais en tout cas, dans les espaces de rencontre, on va travailler sur la coparentalité malgré tout ça, donc on va travailler avec chacun pour que chacun chemine,
Mais il y a aussi des services qui proposent d'accompagner les enfants pour que les parents ne se croisent pas. Et à ce moment-là, il n'y a plus de décision prise en commun. C'est une mère qui exerce sa fonction maternelle auprès des enfants. Les enfants voient leur père un week-end sur 2, mais il n'y a aucun lien entre les parents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour revenir au sujet, qu'il ne faut pas tout raconter aux enfants, il ne faut pas tout raconter, mais après, est-ce qu'on peut quand même raconter ce qui va se passer pour la maison, pour toutes ces choses-là, parce que nous, on est parti du principe où on veut quand même leur dire ce qui va se passer, leur expliquer, etc. Mais il y a certaines personnes qui me disent non, il ne faut pas tout dire, il faut dire au dernier moment, parce que s'il y a rien qui se passe pendant 3 mois, ils vont être perturbés de ne pas voir qu'il n'y a pas de changement tout de suite. Et savoir à peu près comment il faut aller la chose. Non, alors, qu'on se comprenne bien, quand je dis qu'il ne faut pas tout dire aux enfants, c'est tout ce qui s'est passé entre adultes, toutes les histoires d'adultes qu'on raconte maintenant sous couvert de non, il ne faut pas leur mentir, je ne vais pas mentir, mais si. Vous voyez, là, par contre, ce que vous êtes en train de dire, non, bien sûr qu'il faut leur dire. Il faut leur dire ce qui va se passer, ça les rassure. Un enfant, c'est comme un adulte. Si d'un coup, je vous dis, bon allez, on monte en bagnole, on s'en va, je vais me dire, mais il est fou, quoi, on va où? C'est pareil pour les enfants. Et les enfants, ils ont besoin de savoir, d'ailleurs, ils vous le disent tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Mais souvent, on nous dit, quand ils sont petits, il ne faut pas leur dire trop tôt, il faut mieux leur dire au dernier moment. Oui, parce que si vous voulez, on vous dit ça, alors vous voyez, là aussi, parce qu'on disait pareil sur le conseil, etc. C'est-à-dire qu'on vous donne un conseil qui n'est pas un mauvais conseil, mais on ne vous l'a pas éclairé sur le pourquoi du comment on vous dit ce conseil. Donc vous ne pouvez pas vous l'approprier. On dit ça parce que les enfants, jusqu'à un certain âge, à peu près 5, 6 ans, 7 ans, ils ont du mal avec le temps. C'est-à-dire quand vous dites à un enfant il faut attendre 1 heure, ça ne fait écho à rien. Vous voyez, ça ne fait pas sens. 1 heure, c'est compliqué, ils ne savent pas ce que c'est. Déjà, nous, 1 heure, selon comment on la passe, c'est compliqué. Donc eux, vous imaginez, c'est super dur. Donc quand on vous dit de ne pas leur dire trop tôt, évidemment, vous n'allez pas lui dire dans 3 mois, dans 4 mois, il va se passer ça, etc. Par contre, ça ne vous empêche pas de dire ce qui va se passer sans la question de la temporalité. Et en utilisant des qualificatifs qui peuvent plus lui parler. Par exemple, on peut lui dire, dans très très longtemps, il y aura ça. Cet été, c'est quand l'été? L'été, c'est quand il fait très très chaud. Si on peut lui donner des rappels, par exemple, l'été, tu sais, c'est quand tu allais te baigner chez ton copain Maxime, etc. Hop, ok, d'accord, j'ai compris. C'est la fin de l'école, l'été, par exemple. Cet été, il y aura la maison, normalement. Cet hiver, l'hiver, c'est quand il neige et quand il fait très froid, quand le Père Noël vient, on va faire ça. Ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça permet à l'enfant de baliser, ça lui permet de commencer à poser des repères temporels, ça le rassure parce qu'il sait à peu près ce qui va se passer, etc. Et puis, ça fait partie de sa vie. Enfin, je veux dire, il fait partie de votre vie, il partage les choses avec vous, donc vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Là, on est sur un autre sujet, vous voyez. Moi, quand je dis qu'il ne faut pas tout dire aux enfants, quand je parle de ça, c'est par exemple pourquoi maman est partie. Si le père commence à dire maman est partie parce qu'elle a rencontré un monsieur qui était plus beau que papa ou qui avait plus d'argent, le gamin, ça commence à être bizarre, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voudrais que vous m'évaluiez. Attendez. Non, ça va aller, je pense. Non, c'est pour le... mieux. C'est mieux pour l'enregistrement. Moi, je voudrais que vous nous précisiez si chez les enfants tout petits d'âge de crèche, comment on parle de la séparation en enfant tout petit. Qu'est-ce qui est... Eh bien, ça va dépendre de où l'enfant il en est dans le langage, évidemment. Ça va dépendre de ça. Maintenant, vous avez 2 écoles. C'est pas compliqué, il y a 2 écoles. Il y a l'école Dolto, c'est-à-dire Françoise Dolto, elle estimait que même si l'enfant n'était pas dans le langage, il fallait le lui dire et lui expliquer ce qui se passait. Et toute son œuvre est jalonnée d'histoires comme ça, c'est-à-dire où elle parle à des nourrissons en disant ta maman est partie, ne t'inquiète pas, il y aura toujours du monde pour toi, etc. Et où elle explique, après avoir dit ça, l'enfant s'apaise, etc. Moi, je ne fais pas partie de cette école. Moi, je pense que les enfants, ça passe, surtout les tout petits,
ça passe en dehors du langage. Moi je pense que les enfants, ils ont d'autres modalités. Les premières modalités de communication de l'enfant, c'est pas le langage, c'est d'abord la façon, c'est tous les travaux de Winnicott, c'est-à-dire comment est-ce qu'on porte un enfant, comment est-ce qu'on le regarde, comment est-ce qu'on le touche, comment est-ce qu'on prend soin de lui, comment est-ce qu'on entre en interaction avec lui. Et donc quand il y a des tout petits et que papa et maman se séparent, je pense qu'il est fondamental, indispensable, qu'il y ait du temps toujours avec maman, avec papa, si c'est possible que papa et maman s'entendent bien, qu'ils puissent passer du temps ensemble avec cet enfant, qu'ils puissent entendre la voix des deux, même s'ils n'interagissent pas, mais qu'ils puissent avoir, dans l'idéal, ça c'est bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est dans l'idéal. Maintenant, moi je pense que c'est très très important là pour le coup, pour reprendre la question de monsieur, que dans ces temps-là, il y ait papy et mamie qui soient dans le coin tout le temps. Parce que si maman d'un coup elle s'effondre avec le bébé dans les bras, ça va être compliqué. Vous voyez ? Donc il me semble que là c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à un tout petit il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à lui dire, quoi. Il y avait une autre question. Oui. Ma question, c'est de savoir comment ça va, j'ai pas compris. C'est qu'après on entend moins pour l'enregistrement. C'est pour la remarque. On ne gardera pas les questions, mais ça nous permet de les mémoriser. C'est comme ça. Ouais. Parfait. Ma question, c'était de savoir à quel moment un parent peut protéger son enfant et jusqu'où il peut aller le protéger, dans le sens où, par moment, on sait que certaines familles ou certains grands-parents, parce que j'entends beaucoup parler de grands-parents, peuvent être terriblement toxiques. Et jusqu'où, effectivement, aussi légalement, qui est intéressant, où bien évidemment on ne souhaite pas couper le lien parce que voilà, le lien reste important, mais à quel point on peut exiger une forme de médiation justement pour protéger l'enfant qui n'est peut-être parfois pas en âge de comprendre effectivement ce qui se joue et effectivement l'aspect néfaste de certaines familles. Je peux répondre par rapport aux grands-parents, par exemple. Exactement. Donc il y a deux voies, enfin trois. Soit à l'amiable, ils arrivent à discuter autour d'une tasse de café et trouver un compromis. Soit la médiation, ça peut aider à retrouver une forme de communication et voilà, comment on va parler à l'enfant, comment on va lui expliquer les choses. S'il est chez mamie, mamie s'engage, c'est un exemple, mais parce que j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, mamie s'engage à ne pas dire de mal de maman, voilà. Soit ça passe pas, il n'y a pas la confiance suffisante, et à ce moment-là, c'est le parent qui met le curseur sur la protection de l'enfant. Si vous sentez que c'est jouable et que ça va se résoudre à l'amiable, c'est tant mieux. Si vous sentez que c'est toxique, c'est le mot que vous avez employé, et que du coup c'est pas bon pour tout le monde, et notamment pour les enfants, à ce moment-là, il peut y avoir la voie judiciaire. Et un juge, il peut trancher, il peut dire bah non, il n'y aura pas de relation avec les grands-parents pour X raisons, ou alors oui, il y aura des relations avec les grands-parents, mais ce sera très très encadré et avec une modalité juridique. En espace de rencontre, on avait eu, il y a des grands-parents qui viennent voir leurs petits-enfants en espace de rencontre où justement c'est sécurisé, les petits-enfants peuvent justement accéder à leurs grands-parents dans un cadre tranquille, sans qu'il y ait de mots déplacés ou de maladresse. Et voilà. Alors, sur un autre point, effectivement, l'autre versant, c'est comment faire entendre à ces familles-là, effectivement, qui sont peut-être très loin d'un raisonnement et effectivement d'une certaine logique. Et enfin voilà, si on est tous là, c'est parce qu'on est quand même on a une certaine pensée, on n'est pas forcément tous là. Comment faire entendre à ces personnes-là, effectivement, sans violence verbale, hein, bien évidemment, on s'entend bien, sans violence verbale, effectivement, que ce sont des personnes toxiques et qu'à un moment donné, ce positionnement est non négociable, c'est-à-dire, comment étayer mon propos, grands-parents alcooliques, effectivement, où il peut y avoir effectivement des débordements réguliers, comment leur faire entendre que, bien évidemment, on n'a pas envie que notre enfant aille dans ce genre de famille et il reste et passe du temps avec ces gens-là. Ouais, alors là, c'est quand même des situations particulières. C'est-à-dire que la question, c'est pas tant quel soutien ou
quelle place peuvent occuper les grands-parents, mais c'est comment les grands-parents qui ont des problématiques particulières, type alcoolisme, type violence, type parfois même qui peuvent être complètement en rupture sur les valeurs familiales, c'est-à-dire qui peuvent transmettre avec les enfants. Là, à ce moment-là, je pense que d'abord, les parents, dans la grande majorité de ces cas-là, n'ont pas forcément le relationnel avec leurs parents qui font qu'ils vont aller chercher le soutien, sauf s'ils sont vraiment bloqués, qu'ils n'ont pas le choix. S'ils n'ont pas le choix, s'ils ont que comme soutien, forcément ils vont y aller. Parce que si les petits-enfants ils ont un grand-père alcoolique, ça veut dire que la maman ou le papa, il a eu un père alcoolique. Et donc forcément que le relationnel avec le papy, il va être déjà particulier. Si papy ou mamie a été violente, le papa ou la maman du petit enfant, il va avoir un relationnel particulier aussi. Donc là, c'est vraiment des cas de figure particuliers. Maintenant, la question est quand même pertinente parce que ça vient questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire entendre à papy et mamie de la relation qu'il a avec son petit enfant, donc avec mon fils ou avec ma fille. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au préalable, il y a d'abord une discussion à avoir avec eux, au préalable de tout ça. C'est-à-dire que quand il y a la séparation, dans les quelques jours qui suivent, le premier réflexe qu'on va avoir si on est suffisamment proche de nos parents pour leur confier, c'est qu'on va aller se réfugier chez papa et maman, parce qu'on fonctionne comme ça. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé premier confinement? On s'est aperçu que finalement la famille, elle n'était pas si éclatée que ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui retournaient dans les familles pour pouvoir être confinées ensemble. Donc la famille, elle a quand même une existence, elle continue d'exister, et quand on traverse des turbulences, on a quand même ce réflexe presque archaïque, j'ai envie de dire, de retourner dans la cellule familiale. Donc, on va y retourner dans cette cellule familiale, donc la discussion, elle va arriver presque naturellement. Et bien, à ce moment-là, on va pouvoir évaluer avec les parents dans quelle mesure on va pouvoir leur laisser les enfants et quelles modalités on va pouvoir mettre en place. Et les modalités qu'on va mettre en place de communication, mais aussi d'accueil de l'enfant chez les grands-parents, vont amener les grands-parents à se poser des questions. C'est-à-dire que si on dit à notre père, à notre mère, je te laisse le gamin, mais que quand je suis là, je te le laisse pas tout seul. Il va dire, mais pourquoi tu fais ça? Naturellement, il va dire, mais pourquoi tu me laisses qu'une demi-journée? Mais tu peux me le laisser plus? Non, je te le laisse pas plus. Et là, ça va engager la discussion. Après, je dis pas que la discussion, elle va être sympa, et je dis pas que la discussion, elle va être très cordiale. Mais par contre, elle va exister. Parce que de toute façon, si on a un père alcoolique, c'est qu'il a une problématique qu'il n'a jamais voulu affronter. Donc, le fait de lui dire, je te laisse pas mon gamin plus d'une demi-journée ou un jour et demi et il faut que je sois là, il va très bien comprendre que c'est à cause de sa problématique qu'il n'a jamais voulu affronter, donc ça risque de clasher. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est-à-dire, là, je pense qu'on rentre plus dans un cadre de communication entre un père et son fils, entre un père et son fils, ou entre une mère et sa fille, etc., sur comment s'arranger pour parler d'une problématique dans le contexte où j'amène mon gamin parce que je me suis séparé, plutôt que directement, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que directement être relié à la problématique de la séparation, etc. etc. Mais c'est une question qui se pose, parce que ce sont des situations qui existent. Maintenant, si vous l'abordez sur le plan professionnel, c'est-à-dire si vous êtes une professionnelle qui y va, alors à ce moment-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, dans les compétences qui sont les nôtres, c'est pointer la problématique, si on ne peut pas pointer la problématique, c'est toujours pareil, on pointe les causes de la problématique. C'est-à-dire qu'il va vous dire, vous vous rendez compte, je vois pas mon fils, je vois pas mon petit-fils plus d'une demi-journée. Oui, mais pourquoi? Oui, parce qu'il dit que je bois. Si votre fils il dit qu'il boit et que ça le dérange pour votre fils, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ça peut aussi clasher. Et là, par contre, on est nous en tant que professionnels, on a les billes pour expliquer les choses aux gens. On a l'aspect légal, ce dont on parlait tout à l'heure, l'aspect légal qui est fondamental. On a tout ça. Vous voyez? Juste, je peux rajouter par rapport à l'aspect légal, ce qui est intéressant, c'est qu'un enfant, pour un enfant, le droit prévoit qu'il doit avoir accès à ces deux lignées. Donc le père, les grands-parents, la mère, les grands-parents. Ça, c'est inscrit dans le droit. Mais le droit, il dit bien aussi qu'un enfant, il doit être protégé et sécurisé. Et du coup, si l'accès à ses grands-parents ne permet pas cette protection, c'est là qu'on met le curseur. Est-ce que c'est le droit de voir ses grands-parents et d'avoir accès à sa lignée, ou est-ce que c'est le devoir de protéger l'enfant, en fait? J'ai deux questions. Il y en a une de trop. Il y en a une en trop. Un parent qui a été rabaissé, maltraité psychologiquement par l'autre parent,
devant ses enfants, est-ce que, donc j'imagine que l'image du parent rabaissé a été altérée vis-à-vis des enfants, comment essayer, comment accompagner son enfant, comment rattraper un petit peu tout ce dégât qui a été fait? C'est une excellente question que vous posez. Alors, moi, par contre, je ne partage pas votre... Oui, parce qu'elle est très tout claire. à fait, tout à fait. Alors moi, je ne partage pas ce que vous dites, c'est-à-dire que l'image du parent a été abîmée, parce que ça dépend quel âge il a l'enfant. Si vous avez un enfant qui a entre, on va dire, 8 et 18 ans, il va plutôt avoir la tendance à prendre le parti du parent qui a été humilié. Parce que imaginons qu'un père humilie sa mère, c'est sa mère. C'est-à-dire c'est la personne la plus importante sur Terre. Vous savez, je dis toujours ça à mes patientes. Quand elles viennent me voir pour leurs enfants, je leur dis toujours ça. Je leur dis toujours, si vous avez un petit garçon, vous êtes la femme de sa vie. Alors elles sont super contentes et je leur explique qu'en fait, pour un petit garçon, la place number one de la femme, c'est sa mère. Ce qui n'est pas vrai pour les filles. Donc elles sont toujours rassurées. Donc, quand un père rabaisse, maltraite, il y a un Arsène qui a fait ça. Quand un père rabaisse ou maltraite une mère, si l'enfant est suffisamment grand, il prend la défense et le parti de sa mère. Maintenant, si l'enfant est plus petit, alors on est dans un autre cas de figure, c'est-à-dire que l'enfant est encore en phase d'apprentissage des relations sociales de base, et il peut y avoir des effets de mimétisme, c'est-à-dire qu'on peut voir des enfants qui vont faire comme le père, par mimétisme en fait, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Déjà, il faut aller voir un psy. Là, pour le coup, généralement, je ne suis pas forcément pour trop psychologiser les choses, et là, dans cette situation, il faut y aller quand même. Parce que, on va dire que le danger premier, c'est pas que l'image de la mère soit abîmée, c'est qu'est-ce que l'enfant a compris de ce qui s'est passé. N'oubliez pas, papa, maman, 2 briques fondamentales. Si les 2 briques commencent à se foutre sur la gueule, elles commencent à s'abîmer. Et si les briques s'abîment, ça veut dire que la construction de l'enfant va s'abîmer. Donc la première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce que l'enfant en a compris, qu'est-ce qu'il s'est dit, quelle théorie il a créé autour de cet événement. Et dans ce travail-là de qu'est-ce qu'il en a compris, à ce moment-là, la question de l'image de papa ou de maman qui a été abîmée, à ce moment-là, cette question-là va émerger et à ce moment-là, on pourra la traiter. Mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est comment est-ce que l'enfant a reçu ça. Voilà. Vous avez le droit à une deuxième question, du coup. La deuxième question, c'est quand donc, un enfant a des soins importants, dossier MDPH en cours, oui. Et que donc, les 2 parents ne sont pas d'accord sur le soin, mais que l'autre parent, comment le dire, que l'autre parent se sert des préconisations des intervenants pour essayer de soutirer, de gagner de l'argent sur le soin de son fils. Est-ce que, en tant que parent, on peut accuser devant un juge? Est-ce que Je laisse répondre ma collègue parce que là c'est le droit qui parle, c'est pas ma partie. En fait, est-ce qu'un parent qui se sert du handicap de son enfant avec des allocations en jeu, avec de l'argent en jeu pour les soins, peut mentir sur ses intentions? Et quand l'autre parent a connaissance des intentions de l'autre parent, est-ce qu'on peut en parler au juge? Est-ce qu'on peut défendre finalement les enjeux qu'il y a derrière le soin de son enfant? Oui, tout à fait. Et puis après, un juge, il peut aussi analyser les choses et puis prendre une position ou pas. Mais en fait, c'est sur comment le démontrer, parce que les propos sont quand même très accusateurs, mais fondés par des exemples concrets.
Après, il reste quand même la loi. Si c'est des propos accusateurs, mensongers ou s'il y a de la manipulation derrière, je pense qu'il faut quand même s'en référer à la loi. Et puis après, voir avec les instances, donc MDPH, ce qui est possible, voir peut-être avec les instances sociales, et puis en référer au juge si jamais c'est trop compliqué, quoi. Si en plus la santé de l'enfant elle est en jeu, ça peut se régler au niveau judiciaire. Hein. Bon. Ben écoutez, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Bon, bien sûr, c'est pas la soirée où on peut approfondir les choses. Oui, vous avez des questions? Ah, super. Alors, ça fonctionne comment? Vous m'entendez? Oui. C'est un décalage. Oui, dans le cas où il y a une séparation et du couple charnel, un des deux n'accepte pas cette séparation et critique avec tout son entourage énormément l'autre personne devant l'enfant, lui crée des faux souvenirs. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour réparer cet enfant? Mais c'est presque ça. On ne peut pas lui dire, on n'a pas envie de critiquer l'autre, mais en même temps, quelque part... Oui, alors, il y a plusieurs paramètres. Première chose, ça dépend de l'âge de l'enfant. Ouais. Toujours. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Ensuite, si la personne n'accepte pas, comme vous dites, le couple charnel, vous avez bien fait la distinction entre les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure pour répondre à Cathy, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'attraper le parent. Si la personne n'entend pas, il faut essayer d'attraper le parent. C'est justement c'était le début de la discussion que j'avais tout à l'heure avec ma collègue médiatrice, parce que c'est toujours compliqué, parce que généralement c'est le parent qui accepte le mieux, qui amène l'enfant chez le psy, et donc du coup c'est lui qui vient nous rapporter la situation, et donc on essaye d'avoir accès au papa ou à la maman qui déblatère sur le parent, sur l'autre parent, et c'est toujours compliqué parce qu'on n'arrive pas à l'avoir. Après, je vais quand même être honnête jusqu'au bout. Moi, je demande le numéro de téléphone du papa ou de la maman qui est absent et je l'appelle. Et j'ai quasiment 8 personnes sur 10 qui décrochent et qui entendent ce que je dis. C'est-à-dire que j'ai souvent des papas ou des mamans qui entendent quand je leur dis voilà, il se passe ça, votre enfant il va pas bien. Et ils comprennent. Donc je leur dis ok, et je leur dis exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire vous êtes plus amoureux, très bien, ça c'est votre histoire à vous. Le gosse, lui, papa et maman, pour lui, ils sont intemporels, ils ne bougeront pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, la question de la création des faux souvenirs, il y a deux choses. Un, moi, j'y crois pas trop aux faux souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a... sauf quand on est vraiment bébé, mais bon. La deuxième chose, c'est que je suis un grand pourfendeur des écrans. Mais il faut bien leur reconnaître ça de pratique, c'est-à-dire que les souvenirs, on s'en fait à l'appel avec ça, quoi. Et donc à l'épreuve de l'image, selon l'âge que l'enfant il a, c'est compliqué. Maintenant, s'il y a l'entourage du parent, de l'autre parent qui crée des faux souvenirs, la personne, le papa ou la maman qui est accusée et qui est, on va dire, dégradée, elle aussi, elle a un entourage. Le problème, c'est qu'on va tomber dans la situation que je vous disais tout à l'heure, du conflit de loyauté. Qui dit la vérité? Qui je dois croire? Je dois croire papa, je dois croire maman. Pourquoi ils me mentent alors qu'il ne faut pas mentir? Et c'est ces mêmes parents qui vont demander aux enfants de ne pas mentir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, d'abord, c'est attraper le parent et pas notre ex, pour le dire simplement. Ensuite, c'est essayer de faire médiatiser la relation, que ce soit par le psy, que ce soit par la médiatrice, etc. Toujours. Ça permet déjà de mettre de la distance avec tout ça. Et ensuite, c'est de pas... Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de ne pas trop être inquiet, personne ne vous remplacera, quoi. Personne. Une maman, c'est à vie, on ne la remplace pas. Même des gamins, j'ai reçu il n'y a pas longtemps un type d'une 50aine d'années qui a perdu sa mère quand il avait 6 mois. Et son père s'est remarié 2 ans après, et donc il n'a connu que cette femme-là.
il appelle maman. Mais pour lui, c'est pas sa mère. C'est-à-dire qu'il la considère comme sa maman, elle a vraiment tout ça, mais pour lui, sa mère est morte. C'est pour vous donner la force et la prégnance d'une maman. Un papa, c'est pas tout à fait pareil. Nous, on a quand même une place un peu pourrie quoi, dans l'histoire. On peut disparaître de la vie, on peut disparaître de la vie de nos enfants. Hein. J'avais une collègue qui travaillait à la prison d'Avignon, collègue psy, et un jour je lui dis et tu assistes au parloir, etc. Elle me dit ben non, on n'a pas trop le droit. Elle me dit mais je vois qui y va. Et elle me dit mais en fait c'est 95% de femmes. Les pères ils vont pas voir leur gamin en tôle. Eh oui. Nous, en tant que pères, on est tout à fait capable de dégager nos gamins de nos vies, et eux, ils sont capables de nous dégager de la mère. La mère, c'est plus compliqué. Vous voyez, j'ai fait des passages à l'ASE, je vous assure, j'ai assisté à des choses phénoménales. Des gamins qui maintenaient un lien avec une mère, voilà, pour le coup, le mot toxique est bien employé. Ils attendaient la lettre de leur mère une fois par mois, alors qu'elle les insultait dans la lettre. Hein. Mais le gosse, il attendait ça, c'était le seul lien qu'il avait avec sa mère. Donc c'est des trucs... Il ne faut pas avoir peur de ça. N'ayez pas peur. Et moi, je voulais juste rajouter que nous, professionnels de l'enfance et des jeunes et des moins jeunes, mais souvent, pour avoir suivi des familles, on s'est rendu compte qu'on a vu des témoins de situations comme ça où on sent que d'un côté, l'enfant est, on pourra dire entre parenthèses, manipulé par l'adulte. Voilà, il va parler mal de l'autre parent et même si à un moment donné il va redire des choses, répéter des choses, parce qu'il répète souvent à l'auxiliaire de vie ou alors à la sainte maternelle ou à l'EJE, les enfants parlent beaucoup, une fois qu'ils ont leur langage, ils disent beaucoup et ils s'expriment et on voit quand même que l'enfant qui va répéter des choses qui ont été dites par l'un des deux parents, en grandissant, il fait son propre avis et généralement, on ne les manipule pas longtemps parce qu'ils arrivent, on les voit à l'adolescence, finalement, ils voient quand même pas mal quand on les berne et le retour de boomerang, il est terrible pour le parent qui a œuvré dans ce sens-là. Honnêtement, beaucoup de jeunes, là on n'a pas de professionnels d'adolescents, il est parti, Olivier, mais je pense qu'il pourrait vous les dire, beaucoup de jeunes nous relatent ça. Longtemps on m'a dit ça sur mon père ou sur ma mère, et je me suis rendu compte que finalement c'était exagéré, et aujourd'hui je ne veux plus rentrer là-dedans. Donc c'est vrai que c'est rassurant de se dire, ça fait peur quand on entend son enfant répéter des choses qu'il a entendues de l'autre côté, mais je crois qu'il faut se rassurer parce que si c'est faux, et à un moment donné, la vérité, le jeune, il n'est pas dupe. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. On va parler de situation sur notre territoire. Et puis, je vous remercie. Et bonne soirée. Merci.